Bonjour à tous, c'est jeudi aujourd'hui et sur Actu Matin, nous laissons un invité entrer derrière le studio, le rideau pour son opinion sur ce qui se fait pendant et autour de cette émission. Et pour ce matin, grand habitué des plateaux de Canal 3 Bénin, Robert Akombessi, président de l'association La Voix du Consommateur, c'est lui qui va nous tenir compagnie en cette matinée de jeudi. Robert Akombessi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin et surtout merci de vous prêter à cet exercice. C'est de longue haleine, je vous préviens. J'espère que vous êtes prêts. Mesdames et messieurs, dans le menu de votre matinale aujourd'hui, la galère des populations de Cotonou. Le prix du litre d'essence donne le tournis aux usagers de la route, mais aussi et surtout aux consommateurs divers, puisque le prix du transport élevé à cette occasion est répercuté sur le coût des denrées alimentaires. Le commentaire de Franck Aonou viendra planter le décor et juste après, nous ferons le débat. Dans Actu Matin, ce matin, 3 invités prévus, 2 en studio et 1 en ligne. Celui que nous appellerons, c'est François Zanoubo. Il est le maire de la commune d'Adjoum, grand amoureux de l'élevage, vous le verrez. Avec les 2 autres, nous parlerons successivement d'entrepreneuriat, de jeunes et de divertissement. Maintenant que nous sommes à la veille des vacances, avec les examens de fin d'année qui sont en cours. Le CEP a ouvert la marche, vous le savez déjà, le lundi dernier. Dans les parutions ce matin, l'actualité est variée. Les journaux sont déjà dans les kiosques. Je vous amène les examiner. Voici la une des journaux. Le premier rendez-vous sur l'Actu Matin, c'est la consultation donc des quotidiens dans la parution du jour. Et nous ouvrons avec fraternité, lotissement et démembrement foncier au Bénin. Rétention des données, un crime contre le développement dénonce. Le journal qui paraît à menotter un quartier de Cotonou. Pénurie d'essence dans la plupart des stations-service. Cotonou et Calavi dans l'étau des files d'attente. Urgence de résoudre l'équation de l'approvisionnement. Conseil vivement. Le journal. Environnement maintenant. Les océans ont connu leur mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Constat du journal. Détail à découvrir à la page 6 du quotidien. La Nation, construction d'un lycée scientifique et d'une école normale supérieure. À la page 2, vous lirez qu'une délégation du Fonds saoudien de développement est au Bénin. Matin libre, pour s'intéresser maintenant à un sujet d'actualité, pipeline des sports Niger-Bénin. La fin des travaux de construction maritime célébrée déjà. Et puis, défaillance dans la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain. Le gouvernement exige des sanctions contre les géomètres et urbanistes défaillants. Passons maintenant au journal Nassiara, échéance présidentielle de 2026. Dans les indiscrétions des potentiels candidats qui, pour succéder à Patrice Talon, le journal se pose des questions avec quelques images, je dois dire à la manchette de sa publication ce matin. Vous avez les photos, entre autres, de Eric Rondete, nouveau chef de file de l'opposition, de Maître Joseph Djogbonou, lui qui est président donc de l'Union progressiste Le Renouveau, et bien d'autres photos auxquelles certainement vous ne vous attendez pas. Cour constitutionnelle, Razaki Amouda, ici vous cède son fauteuil à Dorothée Sousa. 7e mandature de la Cour constitutionnelle, nécessité de travailler pour faire déjouer les préjugés. Opération de lotissement, des sanctions en vue contre les prestataires géomètres, relaie l'indépendant. Les 4 vérités, lotissement et remembrement foncier. Voici pourquoi le gouvernement veut sanctionner les géomètres. Et puis, nommé ambassadeur du Bénin près le Niger, Gildas Djoblowski à Goncan rencontre le président Talon. Le journal Le Matin, dans sa parution de ce matin, Organisation de coopération égypto-islamique, 2e conférence ministérielle, les impacts positifs des actions sociales du Bénin saluées en Égypte. Et puis, épreuve pratique du baccalauréat 2023 au Bénin. Les effectifs par série techniques et professionnels sont publiés dans la parution du journal ce jeudi matin. Décryptage info télécommunications, des solutions numériques pour la lutte contre le commerce illicite en Afrique.
C'est un sujet qui devrait intéresser notre observateur ce matin. Comité de relecture des tests fondamentaux du bloc républicain. Et là, nous sommes avec le journal, le Béninois Libéré. Nom des 11 commissaires qui accompagnent bien dans sa tâche le bloc républicain comme l'exemple de la réussite du système partisan de Patrice Talon. On va retourner maintenant à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Lotissement et démembrement foncier au Bénin. Rétention des données, un crime contre le développement. Dénonce avec vigueur Fraternité. Pénurie d'essence dans la plupart des stations-service. À la page 4, vous notez que Cotonou et Calavi sont dans l'étau des files d'attente et qu'il y a urgence de résoudre l'équation de l'approvisionnement. Et puis un dernier titre pour ceux qui s'intéressent à l'environnement. Les océans ont connu leur mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Titre donc Fraternité. Au plus bas donc de sa première page ce matin. On peut feuilleter maintenant l'intérieur avec déjà, je dois dire, ce deuxième titre qui pourrait vous intéresser. Ça fait l'actualité entre les deux villes depuis 3 jours maintenant. Cotonou et Calavi dans l'étau des files d'attente dans les rues et les stations-service. Je dois dire qui parsèment les deux villes. Les usagers ont beaucoup de peine à s'approvisionner en carburant. C'est à 800 francs CFA le litre aux abords des routes et autour de 650 francs CFA dans les stations-service où ça manque. En tout cas, on fera le débat tout à l'heure et on verra quels sont les impacts que cela a directement sur la vie des citoyens. Puis hier, c'était mercredi, allez à la page 2 de Fraternité, vous avez l'intégralité des décisions prises par le gouvernement de Patrice Talon à l'occasion de sa réunion hebdomadaire qu'on lui connaît les mercredis. Un autre sujet, cette fois-ci en manchette de Fraternité, qui pourra aussi vous intéresser dans sa production de ce jeudi matin. Il s'agit de la question de lotissement. Le journal condamne fait la rétention des données. Ça va contre le développement. Dénonce vivement le journal qui propose des alternatives pour contourner les agissements obscurs de ces géomètres et urbanistes qui plombe le développement. Et puis si vous vous intéressez un peu à l'actualité hors du Bénin, sachez que Fraternité nous propose un article qui concerne l'actualité au Sénégal. Le journal a constaté que la classe politique française réagit aux violences au Sénégal. La France ne saurait rester silencieuse, écrit la France insoumise dans un texte adressé à la presse. Paris doit s'exprimer en faveur d'un dialogue politique entre le pouvoir sénégalais et l'opposition. Achetez Fraternité, vous avez tous les détails liés à cette actualité. Là, on retourne maintenant en studio. Notre observateur, il est en place. Monsieur Robert Akomassi, voici le tour de l'actualité. Vous avez un sujet qui vous intéresse là, hein? Ben, tous les sujets pratiquement sont intéressants. Oui. Je dois dire qu'il y a 3 spécifiquement qui ont la primeur. Il y a la question du lotissement et des remembrements. Et j'ai noté que Fraternité a parlé plutôt de démembrement et c'est bien dit. C'est bien dit parce que on enlève les membres des parcelles carrément. Les populations ne se retrouvent pas. Les populations ne se retrouvent pas dans cette forme de remembrement. Et donc, c'est assez préoccupant. Il y a la question du carburant. Oui, on en parlera tout à l'heure lors de nos débats. Je m'y attendais. C'est très sensible aujourd'hui. Oui. Et il y a la question des océans. Le mois de mai qui a été le mois le plus chaud. Et ce qu'il y a comme conséquence par rapport à la hausse de la température au niveau des océans, c'est énorme aussi. Tout à fait, avec la fonte des glaciers, ça va être compliqué. Il faut réaliser que les océans, ça fait 4/5 de notre planète. Et donc, si ça chauffe là, ça va chauffer sur la Terre. Ouais. Merci beaucoup à vous, Robert. Comme si je vous reviens tout à l'heure pour les moments à débat. Mesdames et messieurs, on va faire place maintenant à l'actualité vue par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est le bulletin de l'information. Teddy Goudalo est installé. Teddy, bonjour. Tanguy Agoy, bien bonjour à vous. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Dans votre bulletin ce matin, après sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari a pris officiellement fonction hier mercredi. C'était à travers une cérémonie de passation de charge entre son prédécesseur Aurélien Abenossi qui a passé 7 années, s'il vous plaît, à la tête de ce département ministériel. Autre actualité à découvrir dans le bulletin de l'information, c'est cette cérémonie de passation de charge aussi, mais cette fois-ci à la Cour constitutionnelle. Le président sortant Razaki Amouda et son équipe ont passé le témoin aux nouveaux membres de l'institution avec à sa tête le président Dorothée Sosa. Vous entendrez les mots de gratitude
des deux personnalités. Allez, voici la transition pour le bulletin. Teddy Goudala au ministère des Affaires étrangères. Il y a désormais un patron avec tous les pleins pouvoirs. Bien évidemment, Tanguy Agoï, je viens ici avec beaucoup d'humilité parce que la diplomatie, j'ai tout à apprendre. Je viens d'un monde qui est d'un monde bancaire. Nous allons continuer ce que vous avez mise en place. Ainsi s'exprimait le nouveau patron de la diplomatie béninoise à son prédécesseur Aurélien Agbenossi à l'occasion de la cérémonie de passation de charges. Aurélien Agbenossi quitte officiellement le ministère des Affaires étrangères. Le désormais ancien patron de la diplomatie béninoise passe le témoin à son successeur Olusegun Adjadi Bakari après 7 années passées à la tête de cet important département. L'acte est ici matérialisé par la signature du procès verbal de passation de charges. Ce jour marque pour moi la fin d'un moment particulier. Il cristallise pour vous, Monsieur le ministre, le commencement d'une aventure que je vous souhaite de tout cœur exaltante. Depuis le jeudi 7 avril 2016, le président de la République m'a appelé à ses côtés pour servir notre pays à la tête de la diplomatie béninoise. Je tiens ici à réitérer au président de la République ma profonde gratitude pour cette marque de confiance et pour m'avoir ainsi offert l'opportunité de mettre au service de mon pays le meilleur de mes expériences en matière de diplomatie et de coopération internationale. Au cours des 7 dernières années que j'ai passées avec vous, j'ai contribué autant que je pouvais à accomplir la mission assignée à mon département avec loyauté, dévouement et fidélité sous son autorité. L'histoire saura certainement juger les actions qu'ensemble nous avons menées. Je tiens, mesdames, messieurs, à vous applaudir, vous qui êtes dans l'ombre et dont on ne mesure pas souvent les actions. Désormais, j'aspire à un repos et à la fréquentation des œuvres de l'esprit. Monsieur le ministre, je vous laisse les clés d'un département spécial qui n'a pas vocation à délivrer un bilan en entrée et sortie monétaire. C'est un ministère aux actions discrètes, mais ô combien nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde. Et ce sont ces bons rapports qui déterminent tout le reste. Le nouveau patron de la diplomatie béninoise qui prend les commandes du ministère des Affaires étrangères ce jeudi 7 juin entend poursuivre l'œuvre de son prédécesseur qui est de faire rayonner davantage la diplomatie béninoise. Il compte à cet effet sur ses désormais nouveaux collaborateurs pour atteindre cet objectif. C'est un réel honneur de prendre votre suite et de marcher dans vos pas. Je voudrais d'abord vous remercier pour le formidable travail que vous avez fait au cours des 7 dernières années. Je voudrais, cela est de circonstance, remercier également le président de la République pour sa vision, la vision d'un Bénin plus grand. Je viens ici avec beaucoup d'humilité parce que la diplomatie, j'ai tout à apprendre. Nous allons continuer ce que vous avez mis en place. Nous allons faire en sorte que cela se passe de la même manière et que les choses que vous avez entamées puissent porter leurs fruits. Et je ne manquerai jamais de venir vous voir pour prendre de vos conseils et pour vous dire aussi, partager avec vous ce que seront les succès des actions que vous avez entamées. Le ministre Olusegun Adjadi Bakari est conscient de certains challenges qu'il faudra ensemble relever et des sujets sociaux sur lesquels ils devront également travailler pour trouver des solutions. La cérémonie de passation de charges entre les ministres des Affaires étrangères entrant et sortant s'est achevée par les civilités d'usage. Bon vent à lui donc. D'une institution à une autre, à la Cour constitutionnelle, le président Razaki Hamouda et son équipe cèdent également place à l'équipe de la 7e mandature. Dorothée Sosa a donc pris officiellement fonction en tant que président de la Cour constitutionnelle pour les 5 prochaines années. La 7e mandature que j'ai eu l'honneur de conduire à terme a pris fin le 6 juin 2023. Aussi,
Puis-je me permettre d'abord, à mon nom personnel et au nom de tous les conseillers ayant composé cette mandature, de rendre grâce au Tout-Puissant pour nous avoir permis d'arriver à bon port sans incident majeur. Ensuite, il me plaît de remercier le président de la République, M. Patrice Talon, et les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui nous ont pressentis et nommés pour assurer nos fonctions pendant 5 ans en qualité de juge constitutionnel. Vous voudriez bien me permettre ensuite de rendre un hommage appuyé à l'équipe sortante de la haute juridiction qui, sous l'autorité successive des présidents Joseph Fifame Diogbenou et Razaki Yamouda Issifou, a rempli sa mission 5 ans durant. Ce que mes collègues et moi pouvons et devons affirmer, ici et maintenant, devant vous tous, autorités à divers niveaux, parents et amis, c'est de continuer à garder la flamme du constitutionnalisme béninois allumée, c'est-à-dire d'être tout à la fois le dernier rempart des citoyens qui pensent que leurs droits sont bafoués par les pouvoirs publics ou par d'autres particuliers, l'arbitre impartial de la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, le garant de la pureté de l'ordre juridique, le certificateur du choix populaire des dirigeants politiques nationaux. Pour y arriver, mesdames et messieurs, nous espérons compter sur l'engagement du personnel administratif et technique. À vous tous, juristes, administrateurs, financiers, secrétaires, informaticiens, chauffeurs, soldats, sous-officiers, officiers, agents de tous ordres, je donne l'assurance qu'aussi longtemps que le professionnalisme, l'efficacité, la discrétion et l'atteinte de résultats seront vos credos, vous trouverez en ma personne un défenseur acharné de vos intérêts et le gardien parfait de vos aspirations légitimes. Et voilà, mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous à 13h pour bien d'autres informations. Tanguy Agoy, c'était le bulletin d'information. Ah oui, rendez-vous à 13h avec le patron de 13h sur le canal 3 Bénin. Il s'agit donc d'Éric Guédeno qui vous donne rendez-vous à la mi-journée pour d'autres actualités sur le Bénin. Merci à vous, Teddy Goudalin. Vous passez une bonne journée. Autre bulletin d'information sur l'Actu Matin ce matin, c'est celui qui relaie les informations sportives. Le patron de cette section est déjà là, Ali Moumouni. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. Sport Matin, sur l'Actu Matin, vous êtes déjà là. Voici la transition. Ce matin, c'est jeudi et quand on est jeudi sur Actu Matin, Sport Matin précisément, vous avez un invité, Ali Moumouni, et votre invité s'appelle Fernando Atano. Il est le président de la Fédération béninoise de baseball et de softball. Attention, je viens de découvrir quelque chose de nouveau. Monsieur Atano, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est quoi softball? Là, vous me permettrez d'aller, je suis bien curieux. C'est quoi softball? Softball, c'est la discipline féminine de baseball. Quand on parle du softball, il y a une petite différence par rapport au baseball. Au niveau du softball, la balle est un peu plus grosse et la tête de la batte est un peu plus grosse. Et la manière de pitcher est différente. C'est ça. Allez, vous nous laissez cuisiner votre invité, comme on dit dans notre jargon. Alors, disons Fernando Atano. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation une fois encore. Monsieur le journaliste. Alors, on va parler de la discipline baseball et softball, bien entendu, au Bénin. Déjà, vous annoncez les couleurs avec votre t-shirt. Alors, merci. Ok, alors, dites-nous, il y a que vous avez tenu votre dernière assemblée générale en décembre dernier, en septembre dernier, pardon. Alors, dites-nous, à l'heure actuelle, quelles sont les activités menées depuis la dernière AG? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités qui ont été menées depuis notre dernière assise qui m'a reconduit encore responsable de cette fédération. Et vous savez, il y a eu des démarches qu'on a commencé à mener depuis le premier mandat, qui est en train de prendre corps au cours du deuxième mandat actuellement. Parmi ces activités-là, il faut retenir que
Récemment, le Bénin a participé à la Coupe d'Afrique de baseball 5 au Ghana. C'est vrai qu'on n'a pas fait bon chemin, mais c'est quand même une belle expérience pour ces athlètes qui ont fait le déplacement sur Accra. Également, le Bénin a pris part à la Little League au Nigeria pour la toute première fois en Afrique. Et le Bénin a occupé la 2e place. Et nous sommes qualifiés pour continuer la bataille en Euro-Afrique, en Pologne, en juillet prochain. Et je pense que nous sommes en train de nous préparer activement pour représenter le Bénin en Pologne. Et également, récemment, nous avons eu nos partenaires américains qui se battent là-bas aux États-Unis pour nous fournir les équipements nécessaires pour la pratique de la discipline ici au Bénin. J'étais à Cotonou. Justement, dans ce cadre, il n'y a que depuis le début de cette initiative, en ce moment, il n'y avait même pas encore de fédération quand vous avez commencé petitement avec les jeunes du Bénin. Vous avez quand même mené plusieurs démarches et fait voyager beaucoup de jeunes, aussi bien entendu aux États-Unis que dans d'autres pays du continent américain. Alors, dites-nous aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'intérêt des Béninois en fait à cette discipline-là? Oui, il faut dire aujourd'hui que beaucoup de jeunes s'intéressent à cette discipline. Nous sommes en train de mettre en place un programme avec les classes sportives dans les écoles pour pouvoir faire intéresser beaucoup de jeunes à la pratique de cette discipline. Donc, beaucoup d'écoles sont en train de connaître le baseball, le softball aujourd'hui. Donc, voilà, pour cette discipline, quels sont alors les programmes que vous avez pour pouvoir, bien entendu, certes, vous avez parlé des classes sportives, en dehors des classes sportives, quels sont les programmes que vous avez pour pouvoir davantage amener les Béninois à s'intéresser à cette discipline? Oui, nous avons comme politique d'organiser des camps de baseball, des mini-camps dans chaque département. Cette année, nous n'avons pas encore commencé, mais nous allons organiser ces vacances-ci, cibler des départements ou bien les communes qui n'ont pas encore été impactées par le baseball. L'objectif général, c'est de pouvoir répandre la discipline dans les 77 communes. Donc, nous sommes à l'œuvre et nous pensons que notre prochain camp, ce serait probablement vers Lokossa ou vers Boycon. Justement, par rapport au camp, on a eu quelques images sur lesquelles on a vu des spécialistes, des experts que vous avez amenés au Bénin qui ont formé des jeunes, bien entendu, sur les différentes installations ici au Bénin. Certes, on n'a pas encore les installations adéquates pour cette discipline. Je crois que c'est une très belle initiative d'amener des experts à former ça. C'est des images lorsque vous étiez en déplacement, bien entendu, aux États-Unis. Donc, il y a aussi là les images de la formation, bien entendu. Vous avez amené des experts pour former les jeunes béninois. Ça, c'est très intéressant. Alors, dites-nous, aujourd'hui, vous avez des projets pour la discipline au Bénin. Il y a entre autres des partenariats également qui sont signés. Parlez-nous-en. Oui, vous savez, depuis le début de cette aventure, nous savons l'idéal, c'est d'avoir un terrain réglementaire de baseball. Aujourd'hui, je peux me réjouir que nous sommes en train d'arriver à 100% de cette initiative pour avoir un terrain réglementaire de baseball. Vous savez, depuis un certain temps, nous avons commencé à nous entraîner sur le terrain de Don Bosco, ce jeu Don Bosco, et ils ont un terrain de foot. Et puis récemment, les partenaires étaient à Cotonou. Nous avons identifié ce terrain-là comme une base pour le baseball au Bénin. Et donc, nous sommes rentrés en discussion avec les responsables de cette école et qui ont accepté apporter des corrections, des rénovations au terrain pour rendre ce terrain-là un vrai terrain de baseball. Ce n'est pas que les gens ne vont pas continuer à jouer au football, mais nous aurons une vraie installation de baseball sur ce terrain-là. C'est ce qui se fait d'ailleurs. On délimite quand même les terrains pour permettre à plusieurs disciplines d'être pratiquées sur une même pelouse. Je crois que c'est déjà pas mal. En dehors de ça, vous avez aussi un partenariat avec l'ambassade du Japon. De quoi cela retourne? Oui, vous savez, depuis mon déplacement au Japon en 2019, j'ai fait des attaches au Japon avec des organisations japonaises. Aujourd'hui, cela est devenu une réalité où on a accueilli le président de Japan African Baseball Softball Foundation en Afrique, qui ont compris que les prochains talents au baseball, c'est en Afrique.
Et donc, j'ai noué un partenariat avec eux pour qu'ils viennent ici au Bénin. Je les fais venir ici au Bénin pour former nos encadreurs techniques mis à niveau. Ces entraîneurs ont été déjà formés plusieurs fois, mais vous savez, on ne sait jamais d'apprendre, de mieux connaître la discipline du style japonais qui sera désormais implanté ici au Bénin. Et l'objectif, c'est de pouvoir organiser et mettre en place la Ligue Koshien du Japon au Bénin, où il y aura des échanges d'athlètes. Des athlètes béninois pourront se déplacer pour aller au Japon, jouer dans le Koshien League au Japon. Également, des Japonais athlètes viendront ici au Bénin pour participer à la Ligue Koshien du Bénin. Alors, comment vous voyez l'avenir du baseball au Bénin d'ici les prochaines années? D'ici 3 ans, le baseball sera très grand. Vous voyez, depuis 15 ans déjà que nous sommes dans cette bataille, et avec le terrain qu'on aura, ce sera un boost pour les athlètes. Parce que lorsque les installations seront là, vous allez voir que beaucoup d'enfants vont s'intéresser à la discipline. C'est quoi ça là? Pourquoi il y a telle chose sur le terrain? Pourquoi il y a un backstop? Ils vont commencer à chercher à savoir quelles sont les règles pour pratiquer la discipline, et facilement ça va prendre. Voilà. Alors, Fernando Atano, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise de baseball et softball. Alors, pour finir cet entretien, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin sera un remerciement à l'endroit du ministre des Sports, Oswald Omeki. C'est vrai, cette année, nous avons eu la chance que notre subvention a été augmentée. Oui. Et je pense que c'est une chance pour nous de pouvoir redoubler d'ardeur sur le terrain et de faire rayonner cette discipline-là au Bénin. Alors, on va boucler cette page d'informations sportives avec donc le mondial U20 qui se déroule du côté de l'Argentine. Aujourd'hui, donc, démarre les demi-finales avec au programme 2 affiches très intéressantes à ne pas manquer, bien entendu. L'Uruguay qui sera l'adversaire de l'Israël à partir de 18h30. Et puis, en 22h, l'Italie aura pour adversaire la Corée du Sud. Tanguy, voici pour ce qui concerne les demi-finales, les affiches des demi-finales du mondial U20 qui se déroulent du côté de l'Argentine. Merci beaucoup à vous, Ali, pour ce tour rapide, l'information sportive dans le monde. J'avais cru que vous nous parliez de cette grosse star qui se déplace aussi. J'ai l'impression que désormais le football, c'est rien que de l'argent. Hein. Lionel Messi qui va à Miami, Benzema qui va en Arabie Saoudite. Oui. Dis donc, je crois que je devrais me convertir, si ce n'est pas encore tard. Pensez à reprendre vos gotas. Oui, c'est important, et surtout bien nouer les lacets. Oui. Allez, monsieur Fernando Atano, merci beaucoup d'être passé par ici, président de la Fédération béninoise de baseball et de softball. Vous passez une très bonne journée, tous les deux. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre invité commercial ce matin. Il nous vient tout droit de Canal+. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Canal 3 Bénin. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je suis Josaphat Bamba, commercial à Canal+ Bénin. Alors, vous êtes là pour nous parler du festival Canal+. De quoi est-ce qu'on parle quand on évoque Canal+? Oui, actuellement, quand on évoque Canal+, c'est qu'on parle de contenu. Parce qu'à Canal+, nous vendons des programmes. C'est ça. Et le festival Canal+, pardon, qu'est-ce que c'est? Oui, le festival Canal+, c'est je vais vous dire, c'est une série de festivals où vous avez le festival du sport, où ce qui est attendu, c'est la grande finale de la Ligue des Champions. Ensuite, festival de divertissement, où ce samedi déjà, nous avons Go qui fête ses 30 ans de carrière. C'est un grand homme qui a une immense carrière. Donc, ce samedi déjà à 20h30, nous pouvons déjà suivre son parcours sur Canal+ Première. Alors, c'est dit donc que, en tout cas, Festival Canal+, c'est beaucoup de programmes à la fois. Beaucoup de programmes assez intéressant, alléchant à découvrir sur Canal+, en tout cas pour ceux qui sont abonnés à vos programmes. Et cette idée est d'ailleurs résumée dans un spot que vous faites circuler depuis un bout de temps maintenant. Je propose qu'on suive ça ensemble et qu'on revienne par ici. Baby, you are shouting, girl, not a maybe. Give me a chance of it. Test le micro. Bang, bang, loco, loco. You ready, girl, bounce, let me loco, loco, loco. Baby, let me see you smile for the photo. Yeah, yeah. Shut down, thing, beep, bang, bang, bang.
Quand la famille Canal+ fait son festival, c'est un festival de cadeaux pour vous. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour vivre un festival des sports. Les dernières journées de championnat, la finale de la Champions League, les finales NBA, la F1 et tout Roland-Garros. Alors, monsieur de Canal+, en dehors du festival Canal+, qui est un condensé de belles surprises, quels sont les autres bonheurs qui attendent vos abonnés? Oui, en ce moment, chez nous à Canal+, et le réabonnement passe. Parce que quand vous faites le réabonnement actuellement, le festival continue en fait. Quand vous maintenez votre abonnement, votre formule, c'est que vous avez accès à 15 jours de tout canal. Supplémentaire. C'est un bonus qu'on donne à nos abonnés. Et cette fois-ci, la particularité, c'est que vous avez la possibilité d'avoir ces 15 jours deux fois. Vous maintenez votre formule, c'est-à-dire si vous avez l'habitude de faire un abonnement de 5 000, vous faites ça deux fois, vous avez le bonus 15 fois x 2. Waouh. Ouais. De quoi faire passer de très bons moments en famille. Tout à fait. Également, c'est les vacances. Surtout que nous sommes déjà au début des vacances. Oui. Quels sont les programmes qui doivent intéresser aujourd'hui spécifiquement? Oui, il y a une particularité concernant ce que je viens de dire, où chaque jour, depuis le 25 passé, le 25 mai jusqu'au 30 juin, chaque jour, le 300e client qui fera son réabonnement gagne un abonnement d'1 an. Gratuitement. Donc chaque jour, nous faisons un heureux gagnant d'un abonnement de tout Canal pendant un an. De quoi rester tranquille jusqu'à l'année prochaine. Ah oui, parce que s'abonner à la fin de chaque mois, c'est aussi un gros budget. Hein? Alors, je parlais de ce programme qu'on peut découvrir sur Canal+ pendant ces moments qui précèdent les vacances. Oui, déjà, c'est le retour de nos grandes stars préférées. Où déjà, nous avons 24 chronos tous les mercredis. En bas de cela, nous avons également la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Oui, la finale. La finale qui est prévue d'ici à là. Oui, ce samedi. Même si nos stars sont en train de partir ailleurs pour voir s'il y a mieux à paître vers d'autres horizons. Alors, on va rappeler le processus pour s'abonner rapidement sur Canal+. Oui, sur toute l'étendue du territoire béninois, nous avons nos points de recharge chez nos distributeurs agréés, également les boutiques Canal+, les boutiques stock de Canal+. Et également pour ceux qui ne voudraient pas se déplacer déjà avec le paiement mobile, déjà vous composez chez le GSM MTN le 880 dièse et puis le 5. Chez le GSM Move, c'est 885 dièse 5. Et là, ça vous lance dans le processus d'abonnement? Oui, d'abonnement, le reste, ça se fait. Alors, quand on n'a pas cette capacité-là, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un pour nous aider là? Oui, également, vous pouvez nous contacter déjà notre service clientèle au 70 55 ou nous joindre sur notre page Facebook, Canal+ Bénin. Également, d'autres contacts à contacter, c'est le 63 85 113 02. Rappelons qu'actuellement aussi, le décodeur a un prix forfaitaire de 1000 francs à partir de l'abonnement Évasion. Titon. Oui. C'est vraiment un festival. Oui, c'est vraiment un festival chez Canal+. Allez, merci beaucoup d'être passé sur Canal 3 Bénin, parler de Canal+ et du festival Canal+. C'est des programmes assez intéressants avec, je dois dire, beaucoup de réductions, de cadeaux qui attendent les abonnés et ceux qui veulent aussi se réabonner. Allez, nous les invitons donc à faire le réabonnement et peut-être être le gagnant des 1 an de tout Canal. De tout Canal, gratuitement. Allez, bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. On est toujours avec notre observateur intérieur, monsieur Robert Crambessi. Allez, nous sommes à la fin de la deuxième étape d'Actu Matin. Qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment? Qu'est-ce que vous avez remarqué de ce milieu? Je dois dire que le sport évolue au Bénin. J'ai été très heureux de constater que... On fait du baseball au Bénin. On fait du baseball. Et surtout du softball. Oui, du softball aussi. Et moi, je pense que c'est à encourager. Si l'État pouvait vraiment contribuer à ce que ces sports prennent de l'ampleur, parce que ça développe l'intelligence en fait. C'est des sports que les enfants aiment beaucoup. Et à part ça, nous voyons Canal+ qui veut peut-être contribuer à diminuer les charges
améliorer le pouvoir d'achat peut-être des Béninois. Parce qu'on dépense beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est toujours pour la bonne cause. Nous, la distraction des enfants, nous-mêmes, avec la pression de la journée, quand on vient à la maison, on a besoin d'avoir de bons éléments de distraction. Oui, et c'est vrai que si leur programme pouvait aller aussi dans un sens plus éducatif, on en a besoin. Vous imaginez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes, par exemple, qui permettent aux enfants de renforcer leurs capacités en mathématiques, dans d'autres sciences. Et si ça pouvait faire partie aussi de leur projet de réalisation, ça pourrait. Pourquoi pas? Je crois qu'il a bien entendu, il fera le point aux responsables de Canal+, que ce soit au Bénin ou à l'international. Allez, on va marquer une pause maintenant pour mettre définitivement fin à la deuxième partie d'Actu Matin. Voici donc la partie pause. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Satisfaction guaranteed, baby. You are shouting, girl, not a maybe. Give me chance of it. Test le micro. Bang, bang. Loco, loco. You ready, girl, you bounce, ready, loco. Loco, loco. Baby, let me see you smile for the photo. Quand la famille Canal+ fait son festival, c'est un festival de cadeaux pour vous. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour vivre un festival des sports. Les dernières journées de championnat, la finale de la Champions League, les finales NBA, la F1 et tout Roland-Garros. On revient pour la troisième partie d'Actu Matin. On aura droit à notre forum de discussion. On aura droit à l'appel téléphonique. Pour le forum de discussion, on parlera de cette galère des populations d'Abomey-Calavi et de Cotonou. C'est compliqué de se livrer, de s'acheter un litre d'essence dans les deux villes ces derniers temps. Le prix a augmenté non seulement, mais le produit n'est pas disponible dans les stations-service ni aux abords des voies. Quelles sont les conséquences? On en parle tout à l'heure. On en débat avec les acteurs à ce niveau-là. Mais déjà, il faut planter le décor. Ce sera avec Franck Kaourou à travers son commentaire. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Quand le Paya complique la vie aux Béninois, c'est le titre de votre commentaire ce matin. Ces derniers jours, les Béninois se plaignent beaucoup, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Ahmed Tinubu, le tout nouveau patron du Nigeria. Franck, qu'est-ce qui se passe dans le fond? Il se passe que les Béninois sont compris dans l'étau. Vous savez que la hausse généralisée des prix de la plupart des produits et plus particulièrement ceux de grande consommation étaient déjà très mal vécus par les citoyens béninois. Vous et moi donc, la bassine de maïs est passée de 4 500 francs CFA à 5 500 voire 6 000 par endroit. Les vendeurs des autres céréales telles que le haricot, le mil, le sorgho, eh bien ces céréales ont pris l'ascenseur. Et avec la caprice des vendeurs, la tomate est vendue entre 500 et 1000 francs le petit tas de 3 à 6 pommes. L'oignon, pareil. L'huile, n'en parlons pas. Les produits congelés, tels que le poisson, le poulet, eh bien, le coût de cession du blé a pris l'ascenseur depuis le déclenchement de cette maudite guerre entre la Russie et l'Ukraine et qui se poursuit d'ailleurs, cette guerre qui semble changer le cours de l'histoire mondiale dont les répercussions n'épargnent aucune partie du monde. Alors, nous en étions là à subir de plein fouet les effets de cette crise quand l'essence frelatée est montée d'un cran.
conséquence directe d'une des premières décisions actées par le nouvel homme fort de la République fédérale du Nigeria, Ahmed Tinubu, a décidé donc de la suppression des subventions dans le secteur du carburant. La montée du coût de ce liquide va sans dire, avec à la clé la surenchère au niveau des points de vente du paillot. Ainsi, depuis plus d'une semaine, le litre de l'essence de contrebande est passé de 500 à 800 francs CFA. Vous n'avez donc pas les dernières informations. Et depuis lors, eh bien, certains sont obligés de l'acheter. D'autres, par contre, se rendent dans les stations-service qui ne disposent pas non plus de l'essence sans plomb à plein temps, mais cédée à 650 francs CFA. Mais là n'est pas le problème. Il faut dire que le problème, eh bien, on finit par s'habituer à la nouvelle donne. Le véritable problème est que cette donne à réfléchir, ce sont les répercussions sur les autres secteurs. Le transport, le commerce, l'administration publique, les négociations, même la vente en ligne s'en trouve impacté aujourd'hui parce que le livreur qui livrait son produit à 500 francs a ajouté 100 francs ou 50 francs. Personne n'est donc épargné par cette flambée inattendue du prix du paillot, et c'est justement parce que les Béninois en étaient trop dépendants et se refusent de se descoter d'un produit contre lequel tous les gouvernements qui se sont succédés ont lutté en vain. Le moins qu'on puisse dire, Franck, en tout cas en vous écoutant, c'est que pour écrire votre commentaire, vous êtes allé faire le marché. Hein. Tous les prix sont bien détaillés. Bien sûr. Et là, c'est la question qu'on peut se poser. Je vais au marché, moi. Ah tiens, hein? Et votre femme, elle fait quoi? Par moment, on se alterne. Voilà. Alors, à cette allure, où est-ce qu'on va, Franck? Mais nous avons une seule alternative. Hein. On s'attache au paillot et on continue de subir jusqu'à ce que la Providence inspire à nouveau Bola Tinubu de revoir sa copie, ou on change de paradigme, on se tourne définitivement vers les stations-service pour nous approvisionner en essence. Mais pour cette dernière option, il y a un hic. Le hic, justement, c'est la disponibilité du produit, vous l'avez dit, à la pompe à plein temps. Depuis la prise de cette décision, aucun pétrolier, je dis bien aucun pétrolier implanté au Bénin ne peut taper la poitrine d'avoir satisfait ses clients 24 heures sur 24. Je défie toutes les sociétés qui exercent sur le territoire béninois. Les longues files d'attente au réveil jusqu'au coucher en disent long. L'autre gros souci, c'est l'insuffisance client des stations-service à travers le pays. Ici à Cotonou, eh bien, les habitants sont heureux. Les stations-service, on en trouve un peu partout. À Parakou, oui, Natitengu, Kandi, Boyko, Dassazoumé, Djougou, bref, les grandes villes abritent des stations-service. Mais qu'en est-il des autres localités où les stations-service de vente d'essence restent un luxe? Dans une approche où l'on veut lutter contre le paillot et donner priorité à l'essence dit sans plomb, les mesures d'accompagnement devraient suivre immédiatement. Il faut construire suffisamment de stations-service. Il faut que les pétroliers se constituent en grand groupe assez puissant, capable de se prêter main forte pour nous rendre le produit disponible tous les jours à la pompe. On me dira que c'est parce que ceux qui n'allaient pas s'approvisionner à la pompe le font aujourd'hui que le produit est rare. Je dis non. Dans un secteur aussi sollicité, on devrait être dans l'anticipation à tout moment et ne pas laisser se surprendre par ces genres de crise. Mais la situation qui chaque matin m'arrache un peu le sourire, c'est cet amour soudé des Béninois à l'essence, pour l'essence à la pompe. Je me suis dit une seule chose, ils connaissaient donc le bon choix, le bon chemin Tanguy. J'espère que vous faites de l'humour ou de l'ironie. En tout cas, merci beaucoup à vous, Franck, pour ce commentaire ce matin, qui va nous permettre de discuter autour donc du sujet. Je le disais, c'est la galère dans les deux villes, Cotonou, Abomey-Calavi aussi, d'avoir du carburant et de bouger. Du coup, beaucoup d'influence sur le reste de la vie et le coût de la vie aussi. Encore une fois, merci beaucoup à vous, Franck. Les autres débatteurs, on a déjà notre observateur avec nous. Le sujet, c'est bien son domaine, on en parle. Robert Kombasi, est-ce que je dois vous dire encore bonjour? Merci d'être là et de patienter, de nous suivre de l'intérieur. Eric Gadenan, merci, bonjour. Bonjour Tanguy. Ulrich Ekoigaba, merci, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, il y a quelque chose que moi, j'arrive pas à m'expliquer. C'est qu'on lève les subventions, on lève l'appui étatique sur des produits officiels. Et c'est l'informel qui s'en trouve en souffrance. Ulrich, comment ça s'explique?
Écoutez, l'explication elle est toute simple. Vous savez que pendant longtemps, le secteur informel a absorbé une bonne partie des usagers. Plus de 80% selon les statistiques, ce qui veut dire que pendant longtemps, cela allait vers l'essence de contrebande communément appelée paillon. Aujourd'hui, il y a une hausse des prix de l'autre côté. Donc on a levé les subventions, ce qui veut dire que le prix est monté. Par conséquent, l'équilibre de prix de 100 francs, 150, 200 francs que les usagers faisaient aujourd'hui n'existe plus. Et ils sont obligés de retrouver le chemin de la pompe. Vous imaginez que 20% qui était servi par la pompe, aujourd'hui on se retrouve à près de 60-80% puisqu'il y en a qui continuent d'acheter, de s'approvisionner au bord de la voie parce qu'ils ne veulent pas faire la queue comme ceux qui sont au niveau des stations-service actuellement. Subitement, le secteur informel est obligé de se retrouver à plat parce que, a priori, c'est ce secteur qui était le secteur choyé avec une différence de prix qui permettait aux usagers, aux consommateurs, aux motocyclistes et même aux automobilistes d'aller vers ce secteur. Mais subitement, on a une inflation. Avec cette inflation, le secteur informel ne pourrait qu'en pâtir. Eric? Je pense que c'est un phénomène que nous observons à chaque fois que le secteur est secoué par une crise du genre. Ce n'est pas la première fois. Il faut dire que c'est un secteur qui était pendant longtemps tributé du paillot, comme l'a fait remarquer Ulrich, et donc il y a forcément un déséquilibre et qui fait constater le phénomène contraire, pour les raisons que vous savez. On avait l'habitude, n'est-ce pas, de s'approvisionner au bord des rues parce que le prix était relativement bas. Mais moi, je voudrais quand même préciser que à la station, les prix n'ont pas changé, les prix n'ont pas varié. Enfin, pour ceux qui avaient l'habitude d'aller prendre le produit de façon régulière au niveau des stations, ils ne font pas sentir un grand changement, à part le fait qu'il y a un monde qui s'est ajouté, ils vont perdre certainement un peu de temps. Mais je pense que la situation chez nous, non, peut-être au Nigeria, est plus intenable que ce que nous observons ici. Pour le reportage que j'ai regardé sur France 24, mais également au Nigeria, où le produit est plus disponible qu'au Bénin, c'est aussi de longues files d'attente. C'est du monde au niveau des stations, avec des bruits, de la violence, de la bousculade, et puis tout ça. Moi, je pense qu'il nous faut relativiser un peu. J'ai compris à travers le commentaire de Franck qu'il a effectué une livraison hier. Il a remarqué que... Avec un ajout de 100 francs. Avec un ajout de 100 francs. Allez. Mais je crois que ce constat, il est pertinent. Hein. Moi, j'ai fait le trajet, mettons quoi, le mardi, entre Ouida et Akasato. Je vous assure, pas de carburant dans une seule station-service. Monsieur Robert Akonosi, c'est quand même curieux, hein? Malheureusement, vous imaginez que en Afrique, nous avons des comportements bien étranges. On ne peut construire aucun développement sans maîtriser les énergies. Et le secteur pétrolier en particulier, ça fait partie des secteurs dans notre sensibles. région, ça fait partie des secteurs sensibles. Et nous sommes assis sur du pétrole. Et je ne sais pas si à la date actuelle, l'INSTAD, qui est l'institut officiel en charge des statistiques, puisse nous dire quelle est la consommation des Béninois en termes de carburant. Et vous voyez combien de fois nous ne prévoyons presque rien. Parce que les stations, des réformes actuelles font en sorte que nous commençons par avoir des stations. Mais avant qu'on ne puisse couvrir les besoins des Béninois, mais ça prendra du temps. Et donc, est-ce que nos gouvernants ne devraient pas commencer par se demander est-ce qu'il ne faut pas rechercher les bébés? Est-ce qu'on n'est pas dans cette politique, dans cette logique-là? Quand on voit la méthode avec laquelle Patrice Talon essaie quand même de lutter contre ce paillot, on a commencé d'ailleurs par Cotonou, par les grandes rues de Cotonou. On a demandé aux vendeurs de paillot de reculer dans les rues secondaires. On a commencé à installer progressivement les stations-service. Est-ce que ce n'est pas la meilleure méthode? Non, la méthode n'est pas mauvaise, mais vous savez, ça n'a pas commencé par là. Ça a été progressif. La lutte a voulu être ardue au départ, mais on s'est rendu compte que les stations ne pourraient pas rendre service, fournir des services. Et tenez-vous tranquille, vous imaginez que c'est imposé aux stations de délivrer des factures normalisées. Elles n'arrivent même pas à délivrer. Alors vous voyez bien le problème, c'est-à-dire qu'il y a un véritable problème d'organisation. Et comment est-ce que les stations se ravitaillent? Quelle est leur source d'approvisionnement?
Parce que vous allez dans les pays d'à côté où le carburant est toujours disponible. On ne voit pas ce qui se passe ici. Mais si aujourd'hui les Béninois s'attellent plus au Okpayor, il faut comprendre. Vous savez quel est notre pouvoir d'achat au Bénin? Est-ce que nous avons les moyens de tenir 650 francs en station tout un mois, tout un an? Je vous garantis que beaucoup de gens vont déposer leur voiture. Vous allez voir d'ici là. Beaucoup de gens vont repasser aux motos. Et moi, je suis déjà candidat à ça. Oui, déjà. Mais on n'a même pas fait une semaine, M. Robin Akombassi. Vous savez, c'est ça l'anticipation. Oui. Non, c'est ça l'anticipation. Parce que quand vous savez que vous voulez faire une course de fond, il vaut mieux commencer par vous donner la monture appropriée. Et les conséquences que cela aura sur notre vie de tous les jours, mais je vous assure que si on vous peint le tableau, chacun va commencer par se dire qu'il faut trouver des alternatives dans les médias. Je dois vous souffler que votre option aussi n'est pas, en tout cas, la plus facile, parce que les motos aujourd'hui, pour s'en acheter une, il faut prévoir tout au moins autour de 600 000, hein, 600 000, 700 000 pour les moins chers et les moins solides. Vous savez, on va toujours trouver la formule pour faire face à la taille d'acquisition de la moto. Alors, après votre course au marché, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Surtout la livraison. Oui. Quel est le sentiment que vous avez? Allez, moi j'ai le sentiment que, comme l'a dit un philosophe, on dit l'homme est libre, mais partout nous sommes dans les faits. On est vraiment dans les faits parce que là, si vous devez le matin réfléchir à comment donner la popote, à comment donner le petit déjeuner, à comment manger au cours de la journée et à comment se déplacer. Eric me dira qu'il faut aller vers l'électronique et tout, mais tout le monde ne peut pas aller vers l'électronique. Aujourd'hui, quand vous sortez le budget minimum, le budget minimum que vous faites pour une journée, avant vous pouvez vous taguer, vous pouvez jurer qu'au cours d'une journée, je ne vais pas dépasser les 2000 francs. Mais aujourd'hui, si vous ne prenez pas garde, si quelqu'un doit quitter Calavi pour se rendre, par exemple, dans un ministère, quelque part, un ministère de l'enseignement supérieur, de la fonction publique, qui doit faire le tour, aller chercher ses enfants à l'école, il ne peut pas rester dans les 2000 francs. Dans quel pays on peut tenir où vous dépensez plus de 2000 francs par jour? Moi, je ne dis pas que la décision de Tinubu est une mauvaise décision, mais je dis au Bénin en interne, ce sont des choses sur lesquelles nous devons... Mais comment est-ce qu'on aurait pu anticiper si déjà on a commencé à organiser le secteur, on a commencé à installer les stations-service? Et s'il vous plaît, ce n'est pas Robin Akombassi qui me dira le contraire, on a commencé déjà par augmenter nos salaires il y a un an ou quelques mois quand même, pour nous aider quand même à nous mettre au niveau du coût de la vie, comme si on projetait justement ces difficultés qu'on aura. Quand on a pris toutes ces mesures, on doit être en droit d'accepter que cela vienne progressivement. Ainsi, je donne la parole à qui? 2 secondes, je donne la parole à Eric. Vous faites bien de le faire constater. C'est vrai, on ne va pas se leurrer. Quand une décision du genre est prise au Nigeria, ça secoue forcément le Bénin, malgré toutes les volontés que nous avons à l'interne d'organiser ce secteur. On va le ressentir, on le ressent déjà. Mais si nous faisons une comparaison, parce que de pareilles situations, nous l'avons déjà vécu par le passé. Et j'ai le sentiment que par le passé, c'était 2 fois plus dur, 3 fois plus compliqué ce que nous observons aujourd'hui. Vous avez bel et bien les moyens, mais avoir le produit était hyper compliqué. Alors aujourd'hui, Franck l'a fait remarquer dans son commentaire, il y a eu l'installation des stations-service. Et je pense que cela va durer certainement un temps. Et progressivement, ces entreprises qui peut-être avaient l'habitude de s'approvisionner une quantité en fonction de leurs clients, une station avait l'habitude d'avoir peut-être 50 litres pour 20 clients et subitement aujourd'hui se rend compte qu'il y a de l'affluence. Donc certainement qu'à l'heure où nous parlons, des commandes sont faites parce que les commandes sont faites de sorte à ce qu'il faut davantage anticiper. C'est trop facile de trouver des mots pour excuser ceux qui sont dans le secteur. Vous êtes sur un marché et à tout moment, ça peut changer. Les données peuvent changer. Donc moi, je me dis... Oui, mais il faut avoir un capital pour faire un stock. Non, on s'en fout. Ils sont rentrés dedans parce qu'ils en ont la capacité. Non, parce que... pas plus aussi facile que Eric, on va lui permettre de finir. Par exemple, Bola Tinubu a annoncé ça dans la campagne, quand il faisait la campagne.
Et nous étions tous, on a appris ça dans la presse, où il a dit, dès que je prends le pouvoir, j'augmente, je supprime. Oui, mais on connaît à quoi servent les promesses électorales en Afrique. À partir de ce moment, ceux qui gèrent les stations-service doivent pouvoir dire, attention, si on supprime les subventions là-bas, ils doivent avoir des économistes qui réfléchissent, des gens qui anticipent sur ces phénomènes qui peuvent se produire. Surtout, ce n'est pas toujours évident, parce que j'ai eu à échanger avec un promoteur de stations-service pour avoir plus d'explications sur la situation qui prévoit actuellement dans nos stations-service. Et il m'est revenu que ce sont des produits volatiles. Et quand on veut faire la commande, on fait la commande en fonction du flux de vente habituel, c'est-à-dire la moyenne. Parce que quand on ne vend pas, quand on conserve, c'est un produit qui s'évapore. Or, ce sont des commerçants, ils veulent faire des économies et non une perte. Ce qui veut dire que c'est en fonction du flux habituel qu'ils essaient de faire des commandes en faisant juste une petite marge majoritaire. Alors qu'ici maintenant, vous imaginez, plus de 80 personnes subitement débarquent. Vous avez tous évité ma question exprès. C'est pourquoi est-ce que le citoyen il est énervé alors que on a vu quand même le processus s'installer progressivement. J'ai parlé de cette augmentation salariale, même si quelqu'un m'a écrit tout à l'heure pour me rappeler que c'est seulement au niveau de l'administration publique. Chez le privé, des salaires qui jusque-là n'est pas encore arrivé. Permettez-moi, chez les privés, je peux vous certifier. En tout cas, on a encore vu. Pourquoi inviter? Oui, d'accord. Vous avez la réponse à votre question. On a parlé d'augmentation du SMIC et tout ça. Et les syndicalistes ont été clairs. Il faut la hiérarchisation des salaires. Jusque-là, c'est pas encore arrivé. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, le Béninois, il faut avoir le courage de le dire, a un faible pouvoir d'achat. Et c'est justement pour ça que la gymnastique des 100 francs, 50 francs, 150, 200 francs, se faisait avec les stations au bord de la voie. Je veux parler des stations de Je rejoins un peu M. Akombesi qui estimait tout à l'heure qu'en Afrique, parfois il y a des choses qui étonnent. Pour un produit aussi important, un secteur aussi vital et qui touche en même temps d'autres secteurs, on peut encore mieux anticiper, on peut encore mieux prendre au sérieux la question. Oui, davantage sur ça. Oui, comment parce qu'aujourd'hui, des stations-service, on augmente les salaires. Quelle anticipation vous voulez? On se rend compte justement que ça ne suffit pas et qu'il faut, il faut encore faire davantage. Monsieur Robert Akombesi, vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser avec le carburant. On ne peut plus s'amuser avec le carburant parce que... C'est dangereux, c'est inflammable. Donc, on ne s'amuse pas avec le carburant. Je parle surtout du coût. Ah, d'accord. Du coût parce que quand on sait que ça a un effet domino, la hausse des coûts, et tenez-vous tranquille, 9 des récessions économiques aux États-Unis ont précédé ou ont succédé à la hausse des coûts du carburant. Du pétrole, globalement. Et donc, on a des économistes. Et quand on me dit que les groupements de pétroliers se disent, les promoteurs de stations se disent qu'ils ne veulent pas prendre beaucoup de stock parce que c'est volatile, vous savez, le consommateur n'en a rien à cirer. Vous avez choisi d'offrir un service, vous avez l'obligation, c'est dans le cahier des charges, de rendre le produit disponible. Maintenant, pourquoi ils ne s'organisent pas pour avoir de grosses réserves et les structures appropriées? Mais dans les autres pays, vous imaginez qu'ils consomment ce carburant plus que nous et que quand ils doivent écouler, ils ont des réseaux de distribution avec du matériel approprié. Si dans nos États, nous choisissons d'avoir du matériel de plusieurs décennies, non, le problème n'est pas là. Il y a des gens au Bénin qui peuvent bien investir dans le secteur. Quelle est la politique du ministère du Commerce? Est-ce qu'on explique les enjeux à ces investisseurs? Est-ce qu'on leur offre, on leur tend la perche pour qu'ils ressentent les intérêts, les avantages à investir dans le secteur pour le faire? Parce que vous savez, un investisseur ne fait pas pour les beaux yeux des clients. Il regarde d'abord
comment il amortit son investissement. Donc, voilà moi je me dis, quand on voit aujourd'hui les conséquences que cela a sur le transport et sur tous les autres secteurs, vous savez, vous passez du primaire au secondaire, au tertiaire, mais ça a un effet drastique. Et l'autre chose, quand vous prenez par exemple le secteur tertiaire au Bénin, services, commerce, communication et tout, vous voyez que tout est sous-tendu par le transport. Alors, ce secteur seul au Bénin, ça fait par exemple en 2022 46% du PIB. Alors, et donc, quand ça fait ça, vous imaginez que 46% de notre PIB, quand ça va augmenter du prix, le taux de croissance qu'on avait à 6%, ça va dégringoler. Parce que toutes les entreprises vont se retrouver en chute libre en termes de rendement, en termes de bénéfices. Oui, mais intéressons-nous déjà comment est-ce que nous, en tant que citoyens, nous survivons à ce qui se passe. Parce qu'il faut déjà manger avant de penser à une entreprise qui s'écroule et à une économie à 4 chiffres. Non, mais à 10 chiffres, c'est le fonctionnaire de l'entreprise, c'est le producteur qui a un pouvoir d'achat, qui a un ménage, qui est tributaire de ces conséquences-là. Et donc, l'individu, il obtient tous ses revenus des entreprises, de son salaire, mais lorsque l'entreprise peut commencer par licencier, lorsque l'entreprise dit, on est obligé d'abattre les salaires, vous voulez qu'on fasse comment ça de l'entreprise? Allez, on est tout au table, je vais commencer par Loric. Oui, comment on s'en sort, nous, là? Ça me fait bien plaisir de constater que nous avons le dos au mur. Il faut qu'on ait le courage de le dire parce que... Déjà, qu'on ait le courage de le dire, nous avons le dos au mur parce que, regardez la file dans les stations. Quand vous voyez une station qui est vide, vous devez déjà systématiquement deviner qu'il n'y a pas le produit. Donc déjà, moi je me suis amusé un peu à regarder il y a avant-hier nuit, des véhicules citernes qui circulaient dans la ville de Cotonou et je me suis dit, eh bien voilà, ça veut dire que la commande est à flot, la livraison est en cours et déjà l'alternative qu'il faut beaucoup plus voir, c'est l'impact de cette hausse sur le consommateur. Franck l'a dit dans son commentaire, il a bien précisé. C'est la galère, hein, il a bien précisé qu'aujourd'hui, tous les produits, toutes les denrées ont connu une hausse. Et ça, c'est le consommateur qui paye le prix fort. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous devons toujours aller vers une augmentation des salaires et la hiérarchisation des salaires sur une alternative? Pourquoi pas, on va y songer. Oui, Franck, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie nos salaires par 2, non? Même le tiers. Oui, c'est pourquoi je parle de multiplication par 2. Au moins, on va rattraper ceux qui ont déjà eu. Bon, espérons. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut 3 choses. La première chose, c'est qu'on puisse dire aux Béninois de prendre le pli. Parce que si à chaque fois on doit augmenter 1 franc au Nigeria et qu'ici qu'on commence par pleurnicher, je pense qu'il faut mettre un thème à ça. Deuxième chose, qui appelle le rôle de l'État, c'est de pouvoir construire assez de stations et d'œuvrer à ce que nous ayons du carburant à plein temps. Vous allez quelque part à WhatsApp et on connaît, l'exemple est important. Vous allez quelque part à WhatsApp et on connaît. Je sais qu'en 98, 99, où j'ai fait là-bas, il y avait une station-service de la Sonacop. Aujourd'hui, la Sonacop n'existe plus. Est-ce qu'il y a toujours des stations là-bas? Je ne sais pas. Et la troisième chose, il faudrait qu'on puisse anticiper. Je tiens à ce mot parce que anticipation. On ne peut pas dans une ville où vous avez plusieurs universités. J'ai déjà entendu vous savez que oui, il faut anticiper sur ces anticipation. Donc, Eric, vraiment, vous allez vraiment m'aider. Je voudrais commencer par la chute de Franck. Anticiper, nous sommes véritablement d'accord, n'est-ce pas? Mais après, quoi qu'en soit la volonté d'un État d'anticiper, vous savez, quand on est face à une crise, ça s'impose à vous. Et puis, il faut la gérer. Vous savez, la crise des carburants en France, malgré un État organisé, structuré, n'a pas suffi à l'État français de faire face à la crise des carburants quand la guerre a déclenché en Ukraine. Il y a eu des mouvements sur mouvements, pareil un peu partout. Donc je pense qu'à notre niveau, il faut prendre conscience davantage de ce que c'est un secteur qu'il faut davantage développer. Sensible. Soutenir peut-être les promoteurs à davantage investir dans le secteur. Eric Guédenon, merci beaucoup, cher monsieur. Je dois mettre un thème à cette discussion parce que déjà, on va passer à l'autre rubrique. C'est celle-là qui nous permet de décrocher l'appel d'une autorité, notamment communale. Et pour aujourd'hui, j'avais annoncé déjà le maire de la commune d'Adjoun qui est déjà en ligne. Monsieur le maire, bonjour.
Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. Je rappelle que vous êtes François Zanungbo, vous êtes le maire de la commune d'Adjoum. Bien sûr, moi c'est François Zanungbo, maire de la commune d'Adjoum. Alors, merci d'avoir accepté donc de discuter avec nous. On sait que Adjoum fait partie de ces nombreuses communes du Bénin exposées aux affres des inondations. Comment est-ce qu'on se prépare puisque les pluies sont déjà là? Oui, merci monsieur le journaliste. Je vous remercie beaucoup de m'avoir appelé ce matin. Je vous dis un grand bonjour. Je dis bonjour à tout le plateau. Merci. Monsieur le maire. Voilà, nous sommes à quelques jours de montée des eaux. Oui. La commune d'Adjoum se prépare timidement, petitement, pour pouvoir rencontrer les dégâts. Mais les propositions sont en train de prendre pour le moment. Il y a des réunions qui se préparent déjà dans les villages inondés. Je peux vous dire que dans la semaine, j'ai invité les délégués de ces zones la piste à une rencontre qui sera proprement discutée pour pouvoir prévenir certaines choses que l'inondation. Parce que l'inondation ne sont pas une petite affaire. Parce que quand ça arrive, il y a les morts humains, les morts des animaux. Les champs sont souvent détruits. Il y a beaucoup de dégâts qui se passent et c'est à coup de millions, pour ne pas dire des centaines de millions. Pourquoi vous préparez conséquemment? Il y a aussi un phénomène qui a beaucoup de répercussions sur, je dois dire, les activités au niveau de la commune. C'est le phénomène de la transhumance. Les bêtes traversent votre commune. Comment est-ce que vous vous préparez, monsieur le maire? Bon, pour la transhumance, je peux vous dire que Adjoum a déjà conjugué ce mot-là au passé. Parce que ça n'a pas été facile, mais on a résisté devant la transhumance. Aujourd'hui, la commune d'Adjoum dort vraiment en paix. Comment est-ce que vous aviez fait, monsieur le maire? Parce que j'ai eu quelques témoignages quand même qui ont reconnu qu'en matière donc de règles et de rigueur concernant la transhumance, qu'on a fait un grand pas. Comment vous avez fait? C'est la rigueur sans vous mentir, parce que pour la première fois, Adjoum, la transhumance dans la commune d'Adjoum a vraiment marché, parce que on a tenu vraiment tête, ça n'a pas été facile. Mais cette fois-ci, depuis 3 ans que on a pris les rênes de la commune d'Adjoum, la transhumance, ça n'existe plus. Parce qu'au début, on a conjugué ce verbe-là au passé, on dit plus jamais la transhumance dans la commune d'Adjoum, et on a résisté, puis ça a marché. Alors, on a remarqué que ces différentes actions ont quand même eu des conséquences assez positives sur la productivité de la commune, les produits maraîchers qui ont explosé en termes de quantité. Je veux surtout parler du piment, par exemple, très disponible par là-bas. J'oublie tout volontiers les autres produits agricoles. Mais l'autre conséquence, cette fois-ci négative, c'est que les produits se retrouvent sur les bras des producteurs qui ne savent pas comment est-ce qu'il faut les écouler. Comment est-ce que la commune, la mairie précisément, s'organise? La mairie est en train de s'organiser autrement. Nous avons des moyens. Il faut que je vous dise la vérité. Parce que il y a de cela 3 ans, il y a 4 ans, le panier s'est compté à 7 000, 8 000. Mais aujourd'hui, le panier de piment, on vend ça aujourd'hui à 1300, 1200, 1500 au marché. C'est une chute. C'est comme ça parce que quand la transhumance a été vraiment balisée dans la commune d'Adjoum, et je remercie la population d'Adjoum qui a pu entendre ma voix, parce que je les ai dit, allez faire la terre, allez le faire. Moi, je vais gérer la transhumance et les bêtes ne vont pas détruire vos champs. Oui, mais ils ont fait la terre, il faut bien qu'ils vendent les produits, et à bon prix surtout, monsieur le maire. Ils ont fait la terre massivement. Et parfois, j'ai mon cœur saigne parfois quand je trouve ces producteurs. Les paniers de piments se trimballent par terre, par-ci, par-là, et ils ne trouvent même pas là où vont aller vendre. Et ce qui me fait mal, c'est l'acheteur qui vient faire sa loi et dit, bon voilà, si tu n'es pas d'accord, je laisse, je vends ça à ce prix. Et on bazarde les produits comme ça. Moi, ça me fait mal. Et tous les efforts fournis par ces producteurs. On devrait conseiller Franck d'aller faire des courses là-bas, ce serait moins cher. Alors, je vais lancer un cri de détresse au gouvernement. Oui. Le gouvernement peut regarder ce côté, parce que
pour la transformation de ces produits. Le piment, c'est quelque chose, c'est une denrée vraiment périssable. Si le gouvernement peut jeter un coup d'œil, ce qu'on appelle la tomate, le piment, tout ça là, ça se produit massivement dans la commune d'Adjoum, pour ne pas dire la vallée tout entière. On va parler un peu politique maintenant, hein, mais avant, un mot sur l'intercommunalité. Comment est-ce que vous vivez avec les autres communes autour de vous, Dangbo, Bonou, Wéhi et autres autour de vous? On a l'impression là-bas que les communes sont isolées les unes des autres, même si elles partagent, je dois dire, la vallée, qui est quand même un bien commun. Oui, si on dit la vallée, il faut dire déjà Dangbo, Agégué, Adjoum, Bonou et une partie de Zou et la commune de Wéhi. Oui. Et tout ça là, c'est la vallée. Mais je vous dis, en termes de ce qu'on appelle intercommunalité, oui. Il y a 4 communes qui s'avancent vraiment à grands pas. Il y a la commune des Abégués, de Dangbo, de Bonou et d'Adjoum. Il y a des documents qu'on a déjà signés et tout au niveau de la préfecture. Aujourd'hui, qu'on va signer. La collaboration, c'est sur quel plan? La gestion des inondations, la production, qu'est-ce que vous faites en commun? Il y a les ODD, il y a aussi l'inondation, il y a aussi comment on appelle? Il y a aussi sur le plan culturel. Ok, d'accord. Il y a pas mal de choses qui se font. Sont en train de signer aujourd'hui. Alors, je parlais donc de politique. La commune est tranquille maintenant, hein, monsieur le maire, c'est à votre actif. On a 2 tendances, le BR et le PR. On dirait que c'est le paradis chez vous. Mais avant, au tout début de votre mandat, il y a eu beaucoup de perturbations et beaucoup de mouvements d'humeur chez les conseillers qui sont devenus tranquilles maintenant. C'est quoi? C'est un tour de magie? Qu'est-ce que vous leur avez donné? Mais écoute, en toute chose, avant que l'eau soit potable, l'eau doit être troublée d'abord. Ah oui. Parce que le début, l'eau est un peu troublée, mais maintenant l'eau est devenue potable. Oui, mais comment est-ce que vous avez fait? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est un plan de management. C'est un plan de management. Il faut savoir entendre les gens, il faut savoir écouter les autres. Et voilà, mon frère, c'est là que tu dis maintenant. Et si on fait ça, est-ce que ça serait bon? Est-ce que ça peut avancer la population? Donc, pas de discussion sur discussion. Chacun a compris que ça n'a pas de vérité. Bon, puis les choses sont devenues calmes. Puis on a... Alors, monsieur le maire, je sais que vous êtes un grand passionné de l'élevage, surtout des grands ruminants, des gros ruminants. D'ailleurs, même, hein, quand on écoute, il y a un bruit en fond sonore, ça doit être un oiseau. Pourquoi est-ce que vous avez un gros intérêt comme ça pour l'élevage, principalement, et les gros ruminants? Je peux vous dire que depuis 5h36, je suis déjà dans mon troupeau et je suis dans ma ferme comme ça. Ça se constate, hein? Moi, je suis passionné pour l'élevage, mais je peux vous dire qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Les gens croient rester dans le bureau sous la climatisation pour gagner, mais en dehors de la climatisation, il y a d'autres choses qui sont très importantes qui peuvent faire gagner son homme. Moi, je peux vous dire, moi, j'ai choisi l'élevage et que j'ai commencé depuis 2014. Et c'est ma passion. J'ai pu convoyer certains de mes animaux dans la commune d'Adjoum aujourd'hui. Si je fais ça, c'est juste pour montrer à la jeunesse que le tout ne suffit pas d'écrire j'ai l'honneur dans le bureau. Même la terre peut nourrir son homme. La terre peut faire gagner le pain quotidien d'un homme. Il peut nourrir sa famille facilement. C'est ça. C'est un exemple que je veux servir à ma popularité. C'est pourquoi c'est un exemple. Je suis en train de leur montrer. Même l'élevage peut gagner le pain quotidien d'un homme. Il peut réaliser des choses. Il peut construire, se nourrir, se loger, faire tout dedans. Monsieur François Zanouba, vous êtes le maire de la commune d'Adjoum. Vous étiez en ligne. Merci beaucoup d'avoir partagé quelques minutes avec nous en direct sur 43 Bénin, précisément sur l'Actu Matin. Merci, je remercie tout le monde et je dis bonjour à ce plateau. Merci beaucoup. Et vous entendez, hein? Le maire vous salue. Bonne journée à vous, monsieur le maire, dans votre troupeau. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau, ça vous dit quelque chose, Eric? Oui, je pense que, d'abord sur les problèmes d'inondation, je pense que entre communes,
où ce problème également est posé et partagé, et peuvent trouver un moyen de mutualiser les efforts, n'est-ce pas, afin de trouver une solution. Mais à part ça, l'État doit appuyer, parce que c'est un phénomène cyclique, nous savons, quand ça arrive, donc il faut aller vraiment au secours des populations, aménager des sites chauds, surtout pour les enfants qui doivent aller à l'examen. Moi, je pense à tout ça, c'est un peu compliqué. Et Loïc? Moi, je ne parlerai pas d'inondation puisqu'il a déjà abordé tout l'aspect. Moi, je parlerai beaucoup plus de la distribution des produits parce que c'est bon de produits, mais que les producteurs se retrouvent avec ces produits sous la main, il y a un véritable problème. Je pense que le maire aurait beaucoup à gagner, pas que le maire, il a parlé d'intercommunalité. Je pense qu'ils doivent aussi réfléchir dans ce sens-là pour permettre, en fait, de développer un système de distribution de sorte à ce que l'écoulement de ces produits pour que ces produits ne restent plus sous la main des producteurs, ça va beaucoup plus les encourager afin qu'ils produisent davantage. J'ai été complètement malade quand j'ai découvert vraiment dans quelles conditions. C'est normal, c'est tout à fait normal. Oui, vous avez de grandes quantités de piments qui pourrissent, ils ne savent pas à quoi est-ce qu'ils vont. Et ça, c'est un manque à gagner pour les producteurs. Et comme il le disait, ce sont les acheteurs, les revendeurs qui viennent dicter la loi. Hein. Moi, j'achète ton piment à 1000 francs, si tu ne veux pas, je passe à quelqu'un d'autre. Oui. Moi, je veux bien aller à Djoum. Pour faire la route n'est pas longue, hein, pour faire tes courses. Seulement que vous aurez à trouver d'abord du carburant avant d'y aller. Prendre un taxi, si je suis sûr que je vais revenir avec une bonne quantité de et de piment. Moi, je pense qu'entre communes, ça peut être réglé. Voilà. Si avec les autorités d'autres communes, vous vous entendez, vous aidez les commerçants et les producteurs à évacuer ces produits-là, je pense que ça devrait marcher. Oui, Robert, merci. Je pense que d'abord, par rapport à l'inondation, il faut que les communes développent des politiques de rétention d'eau. La rétention d'eau, ça va beaucoup les aider pour l'agriculture, toujours l'améliorer. Mais par rapport aux débouchés, au marché, le besoin est là. La demande existe. Mais comme l'a dit Ulrich, il faut vraiment développer une bonne politique de distribution et avec les partenariats avec les autres communes. Vous savez, aujourd'hui, il suffit de créer par exemple une plateforme digitale de distribution de ces produits, et donc les ménages qui sont dans le besoin, surtout que tout nous revient cher aujourd'hui, et ben c'est un moyen de casser un peu les maillons qui rendent des produits plus chers, parce qu'en réalité c'est ce qui se passe. Absolument, il y a tellement de distributeurs intermédiaires. Et je crois que si on crée ces chaînes-là avec des groupements d'argent consommateurs, on peut y aller. Merci beaucoup à vous, chers messieurs. Je vous dis une bonne journée. Merci. Et à la semaine prochaine pour vous autres. Absolument. On reste sur place. Hein. On va continuer la marche jusqu'à 8h30. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la troisième partie d'Actu Matin. On va faire la pause. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation.
Dans la quatrième et dernière partie de cette émission, la revue de presse, la rubrique de Nagui Balagbe pour ou contre. Il a posé la question à quelques citoyens au sujet du projet de révision de la Constitution. Le débat est encore d'actualité. N'écarquillez pas les yeux derrière votre petit écran. Ça va venir. Il a posé donc la question à quelques citoyens qui se sont prononcés. Vous allez suivre leurs différents avis. Bien avant tout cela, voici notre invité, le deuxième de ce matin, sinon le troisième. Waliou Aïné, les spécialistes des questions de l'entrepreneuriat des jeunes. Monsieur Aïné, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et surtout de venir nous voir pour parler des difficultés des jeunes entrepreneurs béninois à s'affirmer sur le plan international, aussi bien dans la conquête des marchés que dans l'obtention des appuis, qu'ils soient financiers ou autres matériels. Existe-t-il vraiment je dois dire des opportunités pour les jeunes entrepreneurs à l'étranger, soyons sincères? Oui, les opportunités vont au-delà du financement ou au-delà juste de conquérir de nouveaux marchés. C'est aujourd'hui le partage d'expériences, c'est le transfert de technologie, c'est un ensemble de choses. Vous ne pourrez pas développer une vraie entreprise aujourd'hui sans en fait de partenariat, sans d'ouverture sur l'international. Mais quels sont les domaines surtout concernés par ces opportunités-là? C'est vrai que ça doit varier certainement d'un monde professionnel à un autre. Tous les domaines, hein, tous les domaines. Bon, mais il y a des domaines aujourd'hui, la technologie. Il y a le domaine de l'agriculture, il y a le domaine de la formation, il y a tous les domaines de manière générale. Il faut toujours s'appuyer sur de l'expertise extérieure, il faut toujours s'appuyer sur de l'expérience aussi, les gens, parce que nous sommes en construction en Afrique. Donc, ce qui s'est passé toutes ces années, c'est qu'on s'était très très mal présenté en Afrique. En fait, l'Afrique ne se présente pas bien. C'est la manière dont on s'est présenté qui est le résultat de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On s'est présenté comment? On se présente très mal. En fait, vous avez, tout dépend de comment vous vous présentez. Quand vous avez une entreprise, tout dépend de comment vous vous vendez, tout dépend des mots que vous choisissez pour vous présenter, tout dépend de comment vous vous présentez même sur Internet et tout. Aujourd'hui, c'est des codes de métier réels, comment présenter une entreprise pour attirer en fait de l'investissement à l'international, pour attirer en fait des investisseurs internationaux. Donc, il y a une génération aujourd'hui qui s'active autour de ces questions-là. Nous, on travaille réellement là-dessus parce que moi, je suis entrepreneur. Je préside un groupe qui emploie à peu près 250 à 500 personnes selon d'emploi direct ou indirect. Mon parcours d'entrepreneur ne pourrait pas se faire sans en fait cette ouverture en fait à l'international. Ces contacts-là. Justement, pour s'ouvrir ces portes à l'international, il faut avoir quel profil? Excusez-moi, est-ce qu'il faut être bien costaud comme vous ou comment est-ce qu'on se comporte? Je répète, hein, le tout, on n'a pas, ce n'est pas la taille physique. On a besoin de soigner notre image. On a besoin de soigner notre nom. Vous savez, l'actif le plus cher que nous avons, c'est notre nom. C'est l'actif le plus cher. Donc, vous posez des questions sur le profil, tout va se baser sur qui vous êtes. Et qui vous êtes aussi dépend de comment on vous présente. Donc, il faut déjà avoir, aujourd'hui pour se développer, il faut développer des entreprises qui sont endossées sur les métiers. C'est-à-dire qu'une personne développe une entreprise dans son corps de métier. Et ça lève tout doute. Parce que le problème d'un investisseur pour mettre de l'argent, le problème d'une banque, va résider en fait, la décision, prendre la décision en fait, d'investir, d'accompagner l'entreprise, va résider pour la plupart sur votre capacité à mener en fait le projet à terme. Et votre capacité à mener le projet à terme dépend de votre expérience, de votre expertise, de la connaissance que vous avez de ce secteur-là. Ça ne dépend du tout pas de... Le nombre des années, peut-être 20 ans, il faut avoir 20 ans d'expérience, il faut avoir 50 ans. Pas du tout, pas du tout. Vous pouvez avoir 2 ans d'expérience. Moi, investisseur, je préfère financer un jeune qui a travaillé dans l'hôtellerie, qui n'a jamais fait les études en hôtellerie, qui a le bac, qui a travaillé 5 ans dans l'industrie de l'hôtel et qui comprend bien le langage de cet environnement-là. Je préfère accompagner cette personne qu'une personne qui est diplômée d'une université, qui a un bac plus 5 en hôtellerie, qui n'a jamais travaillé quelque part ou qui a juste fait quelques stages. La différence, elle est nette. C'est quoi, vous dénigrez les diplômes? Pas du tout. Alors, je ne veux pas... Enfin, si on va aborder cette question, les diplômes en Afrique francophone, tels que nous les avons conçus ces 60 dernières années, nous avons vu leurs limites. Vous avez des machines, en fait, des universités, des écoles qui sont de vraies machines à produire, en fait, des chômeurs. Parce que les personnes qui... Oui, ça c'est clair. Le constat est là. Les personnes qui sortent des écoles et des universités sont préparées, en fait, pour aller, si vous voulez, pour aller commander du travail de manière systématique. Et dans ce contexte, l'école n'a pas les moyens de transférer des compétences réelles, en fait, telles que ça se passe.
Donc, vous avez les formations qui sont dites techniques et professionnelles ne le sont pas réellement à cause de manque de plateau technique, à cause de les scolarités qui sont demandées aux étudiants ne permettent pas de transférer de la vraie compétence. Moi, j'encadre les étudiants dans des écoles, dans les universités. Vous ne pouvez pas me payer 5 000 francs l'heure pour me demander de venir enseigner, en fait, transférer en fait mon expérience. En fait, ce serait pour des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui ne sont pas dans le milieu de l'entreprise. Donc, du coup, le transfert de l'information est biaisé. Donc, on fabrique donc des personnes aussi qui sont biaisées. Donc, à la sortie, nous avons... On a un robot à la limite. Tout à fait. À la sortie, nous avons une bonne... Nous sommes dans le milieu de l'entreprise. Moi, j'enseigne aussi dans les écoles, dans les universités. Je dispose moi-même d'une école pour former, en fait, les étudiants. Et les personnes qu'on reçoit, il y a toujours un problème. Aujourd'hui, l'entreprise est dans une compétitivité terrible. On n'est plus au temps des années 1990 où on prend une personne, on doit le former pendant 6 mois, pendant un an avant qu'il nous soit opérationnel. L'entreprise fait face à une concurrence féroce. On a besoin de personnes, beaucoup de temps pour former des personnes automatiquement opérationnelles. Et pour les trouver, ce n'est pas aussi simple. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. À l'international, faut-il s'orienter vers des organismes précisément, ou comment est-ce qu'on identifie les partenaires qui sont bons pour nos projets, qui sont bons pour nos entreprises? Oui, alors je me répète, en fait, les opportunités à l'international vont seulement au-delà de chercher du financement ou de nouveaux marchés. Donc, il faut déjà se faire former. L'un de nos problèmes, c'est qu'on n'investit pas dans la formation. On ne choisit pas, en fait, il faut se former sur comment on se vend, sur comment on vend ses produits, déjà au niveau local et après au niveau de... C'est un métier, c'est un code métier. Il y a des codes, il y a des principes, il y a une manière de le faire. Si vous ne savez pas le faire, vous allez passer de gauche à droite, vous ne pourrez pas. Donc, il faut se faire former. Les opportunités, surtout aujourd'hui, partout, nous sommes dans un monde qui bouge. De la même manière, l'Indien gagne sa vie à Dakar. C'est de cette manière que le Béninois aussi peut gagner sa vie à New York, même en étant ici. Parce que c'est ça qui n'est pas dit suffisamment. Donc, il faut se faire former. Il n'y a pas d'institutions spécialisées. Il y a des individus, des personnes privées qui sont intéressées aujourd'hui à investir en Afrique. Mais sur qui il faut s'appuyer, comment il faut le faire, c'est ça tout le problème. Nous on a des partenaires un peu partout dans le monde. Il y a des personnes qui sont intéressées à investir. Quand on dit que l'avenir du monde, c'est l'Afrique, moi je ne suis pas partisan de cette déclaration-là. L'avenir du monde, on a commencé par dire ça, que c'est... Enfin, on a commencé par dire que l'avenir du monde, c'est l'Afrique, il y a déjà quelques années, en fait. Et si on ne sait pas faire... Mais ça ne vient pas de jour. C'est un travail progressif. Et puis, vous voyez, comme vous le découvrez, les jeunes doivent s'intéresser désormais à d'autres horizons, etc. C'est ce processus qui va faire naître, justement, le paradis qu'on attend du continent. On va nous endormir à nouveau avec ce discours de l'avenir du monde, c'est l'Afrique. C'est aujourd'hui que ça se joue, ce n'est pas demain. C'est maintenant, pendant que je vous parle, que chaque personne doit poser un acte concret pour relever cette Afrique-là, qui est devenue aujourd'hui une opportunité pour les autres. Nous-mêmes Africains, on ne se rend pas compte suffisamment de l'opportunité qu'on a, parce qu'il faut poser des actions aujourd'hui, pas demain. Donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Justement, parlant d'extension à l'étranger, vous avez quand même une initiative qui s'intéresse un peu à comment est-ce qu'il faut aller sur le marché. Absolument. Oui, expliquez-nous un peu. Oui, moi je suis pour l'entreprise, cher monsieur le journaliste, en fait. Moi je suis pour l'entreprise. Mon cœur est pour l'entreprise. Je crois à l'entreprise et ma ferme conviction, je travaille pour... Parce que pour moi, c'est l'entreprise privée qui développera un pays. Et toute ma vie, depuis ces 10 dernières années, je travaille pour l'entreprise, j'accompagne pour le développement des entreprises. Mais dans le diagnostic que j'ai fait sur les 300 personnes que j'ai accompagnées ces dernières années, on a besoin de créer des initiatives pour permettre aux jeunes Béninois de se connecter à l'international. Eh bien, c'est dans cette logique qu'on a travaillé avec différents partenaires, que ce soit ici, comme en Turquie, pour organiser une activité qu'on appelle la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, qui aura lieu à Istanbul, en Turquie, du 15 au 22 juillet prochain. On va partir avec près de 50 jeunes entrepreneurs. Je viens avec vous ou vous avez déjà votre... Ce serait avec plaisir. Donc, on va partir avec plus de 50 entrepreneurs béninois. On viendra aussi avec 150 investisseurs qui vont venir de partout dans le monde entier. Et on le fera en Turquie parce que la Turquie, c'est le carrefour. C'est un pont entre l'Asie et l'Europe qui permet à tout le monde de se retrouver. Et on donnera la parole aux jeunes pour qu'ils puissent présenter leur projet. Les investisseurs vont écouter. On va faire des échanges B2B, c'est-à-dire investisseurs et jeunes entrepreneurs béninois. Et ça permettrait vraiment de créer une dynamique en fait d'ouverture à l'international. Aujourd'hui, ce n'est pas une option, c'est là qu'il faut aller. On doit pouvoir créer un moyen de connecter les jeunes à l'international. Monsieur Walé Aïdé, un mot pour finir.
le mot que j'ai pour finir, je veux demander, je veux dire aux jeunes Béninois, aux jeunes Africains en général et aux Béninois en particulier, que nous sommes à un carrefour de l'histoire. Le carrefour, c'est que nous devons, aujourd'hui, quand vous voyez le marché de l'emploi, la capacité du marché à absorber en fait les jeunes qui sortent des écoles et des universités, l'entrepreneuriat reste une clé importante pour pouvoir réduire le chômage. Mais l'entrepreneuriat ne pourra pas réduire le chômage dans les discours. Ce n'est pas en faisant des discours, ce n'est pas en chantant l'entrepreneuriat. Il faut se rapprocher des entrepreneurs pour développer l'entreprise. Et je les invite à participer à la semaine des opportunités aux entreprises qui aura lieu du 15 au 22 prochain en Turquie que nous organisons dans notre école EPAF. Merci beaucoup d'être passé par ici. On Merci a parlé un peu des opportunités qui se présentent à l'international. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne journée déjà. Bonne journée. Mesdames et messieurs, pour le reste d'Actu Matin, on a deux rendez-vous. Vous allez suivre la revue de presse d'Assiongo Kagny Assiongo qui va nous résumer l'actualité telle que vue par les quotidiens dans leur production ce jeudi matin. Puis après ça, vous allez suivre le pour ou contre de Nagui Balagbe. Je vous rappelle la thématique, la révision de la Constitution. Des citoyens à Cotonou se sont prononcés. Ludovic Arifon, je suis chef d'entreprise. Je ne suis ni pour ni contre. Tout simplement parce que l'information qui se propage aujourd'hui ne dit rien sur le contenu du test en question. Le problème est que toute révision peut être ou non révisée selon l'opportunité, selon ce que les dirigeants pensent de ce que cela devrait apporter une plus-value à la nation. Si c'est vraiment nécessaire, c'est le contenu, c'est la proposition qui sera faite que nous allons voir, étudier et voir l'opportunité de réviser ou pas. Nous ne pouvons pas rester ici maintenant et dire que nous sommes pour la révision ou contre la révision. Si les propositions qui y sont faites sont des propositions à entacher par exemple la paix dans le pays, je crois que comme moi, beaucoup d'autres vont s'insurger contre. Mais si les amendements qui vont intervenir sur cette constitution vont permettre, n'est-ce pas, que la population puisse vivre en paix, dans la quiétude, et que le développement s'amorce, je crois que tout le monde va s'accorder avec moi qu'il faut vraiment réviser la Constitution. Donc c'est un peu comme ça je vois la question que vous me posez, à savoir si je suis pour ou contre la révision de la Constitution. Et si la révision de la Constitution va à l'endroit du meilleur pour la population, par exemple, ça va. Moi, je suis foncièrement contre la révision de la Constitution. S'il y a des imperfections, d'accord, mais s'il faudrait réviser pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, c'est une aberration. Et c'est ça qui aliène l'Afrique. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, on n'est pas respecté du tout. Nous ne sommes pas considérés, on est pris comme des enfants, des bambins. Nous devons respecter la Constitution. Comme le disent les autres, c'est une Bible, ou bien, qui permet à la gouvernante d'aller. Si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent réviser la Constitution, et ceux qui étaient là-bas, si ceux qui étaient là avant eux le faisaient, je pense qu'il n'y aura pas d'alternance. Réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, c'est une aberration pour ma part. Le blanc, tout le monde m'appelle. La révision de quelle constitution? De la constitution du Bénin. C'est vraiment dommage pour l'Afrique. C'est la seule constitution en Afrique actuellement qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Est-ce qu'on a besoin de la révision de la Constitution pour faire les routes que le chef de l'État fait? On n'a pas besoin d'une révision. On veut réviser la Constitution là pour faire quoi? Quel problème ça va régler la révision? Moi je pense que il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire qu'on laisse ce sujet là. Parce que le chef de l'État fait un travail. Mais ce n'est pas la Constitution qui l'aide à faire ça. Non! On n'a pas besoin de cette révision. Parce qu'on peut faire des routes potables. On peut créer des stades. Ce n'est pas la Constitution qui donne ça. La stabilité politique, je crois qu'on doit préserver ça. C'est très important. On n'a pas besoin d'une révision de la Constitution. Merci. Béninois,
Il nous pour le mettre au couteau. C'est de dans le sein pour. Il y a là, il faut garder un sein de doigt nous pour nous garder dans le haut. Premier des dions, tout vieux mais FIFA ba midi. Bon nous assolé ni nous con. Ni ma doit moi tout mais bon nous dans le dit bon nous et mon dieu dans le sein de doigt wo. Et là nous con y wa nous mio. Bon on allait à quoi de sokudoa. Wa no je do to devo le me on allait à quoi ton fio et ne on gbe wen. Bon nous e ka mon dieu ko e wa. Oye pon bo do ton do ye me to ganle kami ton le ido bo ni yan jin we o ni ro pu ye hen na le bo blo no mo ko ton bo ni ke FIFA wa to o me ni ba mi de de ona. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En une de l'actualité des sanctions exigées par le gouvernement contre les géomètres et urbanistes défaillants. Cela fait d'ailleurs le gros titre de l'autre quotidien qui relate que lors du Conseil des ministres d'hier mercredi, le gouvernement a décidé d'infliger des sanctions aux géomètres et urbanistes qui ont fait preuve de défaillance lors de la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain initié sur tout le territoire national. Dans ce cadre, il a donné des instructions aux ministres chargés du cadre de vie pour que les ordres professionnels auxquels sont affiliés les prestataires concernés veillent à ce que des sanctions leur soient infligées. Ce qu'affiche aussi en gros titre le matinal qui explique que tout était parti du Conseil des ministres du 24 juin 2020 qui a décidé de la suspension de la cession du patrimoine foncier des communes et la prise en charge du financement des opérations de lotissement au Bénin. Cette décision a induit également la suspension de la cession par les maires de toute parcelle du domaine privé de la commune dans la foulée et dans le souci de trouver une solution durable aux nombreux problèmes liés au foncier. Le Conseil des ministres du 2 décembre 2020 a adopté des mesures pour l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire béninois avec des tâches confiées à un comité interministériel ad hoc. Fraternité apporte plus d'éclaircissement encore en ajoutant qu'en un mot, il était question de repenser le foncier au Bénin. La mise en œuvre efficace de ces mesures nécessite que chaque commune détienne toute la documentation liée aux opérations de lotissement-remembrement non transmises initialement par les experts géomètres et urbanistes. À ce jour, certains de ces derniers n'ont pu transmettre les données, malgré les diligences entreprises par le ministère en charge du cadre de vie, qui a d'ailleurs lancé plusieurs appels à leur endroit. Cette situation compromet la poursuite des travaux des pôles d'experts et l'exécution des opérations qui doivent être soit clôturées, soit poursuivies et achevées. Le journal estime que ces agissements de la part des géomètres n'étonnent guère car ils n'ont d'autre choix que de cacher des données pour protéger leurs arrières. Autrement, ils risquent de se faire harakiri. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont des choses à cacher. Le journal de titrer « Rétention des données, un crime contre le développement ». Dans la suite, le matinal souligne que le gouvernement s'est donné pour challenge à travers son programme d'action d'assurer une meilleure couverture et un accès équitable à l'eau potable dans tout le pays à l'horizon 2030. Cette ambition est affichée par le président Patrice Talon depuis son accession au pouvoir en avril 2026. De ce fait, de gros efforts et des investissements massifs du gouvernement Talon ont été faits dans le secteur de l'eau. Cette dynamique a permis, grâce à la mise en œuvre du PAG1, de porter le taux de couverture en eau potable de 40% à 70%, et l'objectif de 100% est toujours en ligne de mire. Avec l'autre quotidien concernant le pétrole, projet de construction de pipeline d'export Niger-Bénin, on peut lire que pour marquer la fin des travaux de construction du terminal offshore et du quai des bateaux de travail, du projet de pipeline d'exportation du pétrole brut Niger-Bénin,
Les parties prenantes se sont retrouvées mardi dernier à la station terminale de Semekrake. Le terminal offshore est constitué de 2 pipelines sous-marins d'environ 14 km chacun et de diamètre 711 mm, soit environ 111 cm, avec un système d'emballage de 160 000 tonnes et ses composants de support. Il est rappelé à l'occasion que les travaux de construction de ce terminal offshore ont été lancés le 24 août 2021, il y a environ 2 ans, et se sont achevés le 30 avril 2023. Ce chantier aurait nécessité la mobilisation de 7 navires. L'infrastructure est aussi constituée d'un quai, dont l'une des composantes est un pont de 250 mètres de long et des installations auxiliaires. Le Grand Matin, pour sa part, revient sur le recours formé contre 4 sages de la nouvelle Cour constitutionnelle et pointe que le parti d'opposition, les démocrates, a induit un recours exigeant la reprise de la procédure de désignation de 4 membres de la nouvelle Cour. Ce recours était transmis à la Cour sortante et les requérants attendent d'elle de rendre une décision dans le sens de la reprise de la procédure. La vérité aujourd'hui est qu'aucune décision n'est encore rendue au sujet de ce recours. Et voilà les nouveaux conseillers qui sont déjà officiellement installés. L'économiste du Bénin se penche sur la dette publique du Bénin et note qu'au 31 décembre 2022, l'encours de la dette publique du Bénin s'élève à 5 866 milliards 81 millions de francs CFA, soit 54,05% du produit intérieur brut selon la Caisse nationale d'amortissement. La dette extérieure compte pour 3 863 milliards 21 millions de francs CFA, soit 65,85% du portefeuille de la dette publique, et la dette intérieure pour 3 milliards 60 millions de francs CFA, soit 34,15% du portefeuille. Le bulletin statistique de la dette publique au titre du 4e trimestre 2022 indique qu'à fin 2022, l'encours des prêts rétrocédés aux entreprises publiques s'élève à 160 milliards 23 millions de francs CFA pour un engagement initial de 307 milliards 70 millions de francs CFA. Il représente 2,73% de l'encours de la dette publique et 1,4% du PIB. Le deuxième titre de fraternité est consacré à la pénurie d'essence dans la plupart des stations-service. Le constat fait par le journal de Ménotin sous la fine pluie le mercredi à 16h, c'est une file interminable de motocyclistes qui patientaient le long de la station-service de Ménotin située non loin du siège de la télévision Canal 3 Bénin. Les uns collés aux autres, ils forment rang sur une distance d'au moins 100 mètres. De nuit comme de jour, depuis près de 48 heures, et même quand la pluie s'invitait au spectacle peu habituel, ils attendent leur tour à la pompe. Depuis le mardi 6 juin dans l'après-midi, cette file s'est constituée et continue d'être pour certains regards une attraction. Dans le rang, la plupart des motocyclistes passent au moins 30 minutes, voire 1 heure avant d'atteindre le point d'approvisionnement. Je suis là depuis bientôt 1 heure et j'attends mon tour pour me procurer l'essence. C'est malheureusement la seule station qui en fournit dans la zone. Les autres sont en rupture de stock. Témoigne l'un d'eux. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Actu matin du jeudi 8 juin 2023. On descend la fin. Merci d'avoir été là. Robert Akrambessi est toujours assis. On va faire un récapitulatif rapidement de cette expérience. Qu'est-ce qu'on retient en définitive? Ben, je retiens que Primo partager d'abord l'expérience de l'opinion, du point de vue de chacun par rapport à l'actualité. C'est assez intéressant à ma connaissance parce que ça permet d'avoir plusieurs angles de vue, de brasser les idées. Et la contradiction que cela apporte en réalité, c'est ça même qui fait émaner la vérité. Et aujourd'hui, par exemple, on a fait le tour un peu de la question
du carburant, qui est le sujet qui est sur toutes les lèvres. Et d'ailleurs, c'est ça qui préoccupe plus les gens. Vous allez voir, c'est ça qui aura fait plus le focus au cours de cette émission. On y a consacré beaucoup de temps d'ailleurs. Alors, autre élément remarqué tout au long de cette émission? Oui, ce que j'ai remarqué aussi, c'est la gestion du temps de parole. Bon, il y a une habitude que vous aviez. J'ai eu le sentiment que les journalistes qui sont vos collègues directs ici avaient plus de temps de parole que l'observateur, l'invité. Alors, c'est pris en compte, donc désormais, l'invité beaucoup plus de parole. C'est tout? Ça va? Bon, globalement, ça s'est très bien passé. L'expérience, ça vous a plu? Oui, beaucoup. On vous invitera prochainement. Robert Akromasi, merci beaucoup d'être passé par ici. Je rappelle, vous êtes l'observateur du jeudi, mais au-delà de ça, vous êtes président de l'association La Voix de Consommateurs. Merci d'être passé encore une fois. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Bonne journée et à lundi prochain. Demain, vous avez rendez-vous avec Wahab Alikpara pour le dernier numéro d'Actu Matin de cette semaine. Vous vous portez très bien.